Bonjour, je suis très heureux de commencer les communications scientifiques dans cette 12e édition d'EPICLIN. Et je vais donc vous présenter quelques enjeux méthodologiques dans l'évaluation des innovations et de la recherche diagnostique. Alors les méthodes, il s'agit d'une revue non systématique des publications des 15 dernières années et des outils qu'on utilise au quotidien en épidémiologie clinique. Je vais parler de développement de biomarqueurs et tests médicaux, des difficultés de l'estimation de l'exactitude diagnostique, de l'impact clinique et de l'utilisation des stratégies cliniques pour déterminer le rôle des tests. Alors, les développements technologiques actuels génèrent un grand nombre de données, d'outils de mesure qui sont des biomarqueurs diagnostiques potentiels, sans oublier que d'autres biomarqueurs plus modestes sont également concernés par l'évaluation nécessaire. Et cette utilisation fait naître des espoirs importants. En revanche, depuis quelques années, on souligne que le rendement de ces innovations est relativement faible. Pourquoi les biomarqueurs échouent à atteindre la clinique? Biomarqueurs de cancer, est-ce qu'on peut changer les échecs récents en succès? Et la ligne étroite entre l'espoir et le battage médiatique dans la recherche sur les biomarqueurs. Alors, rappelons qu'un biomarqueur, c'est une caractéristique qui est associée à un processus physiologique ou pathologique ou à la réponse à une thérapeutique, alors qu'un test médical, c'est un test ou une stratégie qui utilise des biomarqueurs, mais dans un contexte et pour une utilisation clinique spécifique. Les tests médicaux, leur utilité, c'est de guider la prise en charge médicale. Alors, comment passe-t-on des biomarqueurs aux tests médicaux? Donc, sur cette diapositive qui est un petit peu complexe, on a donc une phase de découverte, puis une phase précoce avec la mise au point technique de la méthode de mesure, puis on passe à la performance clinique avec une phase précoce et une phase plus tardive en conditions réelles, et enfin à l'impact clinique et à un impact plus large. Je vais parler ici essentiellement de performance clinique. Alors dans cette revue récente, John Ioannidis et Patrick Bossuit décrivent le gaspillage, les fuites et les échecs dans le pipeline des biomarqueurs. Les problèmes principaux, je les ai résumés ici. Au stade de la découverte et des phases précoces, ce sont des problèmes qui ne sont pas du tout spécifiques de la recherche diagnostique, puisqu'on trouve des études de petite taille, avec des sélections de cas extrêmes, des problèmes de multiplicité des tests statistiques, ce qu'on appelle le spin, c'est-à-dire une interprétation trop favorable des résultats dans les publications. Et du coup, quand on passe à la performance clinique en conditions réelles, les tests qui étaient très prometteurs, en fait, se révèlent insuffisamment performants. Il y a un défaut de réplication des études, un défaut de revue systématique dans ce domaine et également un manque d'essais randomisés. Une des raisons de cet état de fait, c'est notamment que la réglementation n'est pas très stricte pour la mise en œuvre des tests médicaux, et notamment des tests médicaux in vitro, bien que cela va changer bientôt. Alors, les enjeux de l'exactitude diagnostique. Prenons l'exemple du diagnostic de l'insuffisance cardiaque, donc la maladie cible, chez des sujets qui présentent une dyspnée, donc qui sont suspects d'insuffisance cardiaque, mais qui peuvent aussi avoir une maladie respiratoire, par exemple. Le test de référence, c'est l'échocardiographie. Le test index, le test qu'on veut évaluer, c'est le dosage sanguin du BNP. Et quand on croise les résultats des deux, dans un tableau de contingence comme vous tous le connaissez, on peut calculer d'une part, décidément, d'une part la sensibilité des tests chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque et la spécificité chez ceux qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque. Mais bien sûr, l'important pour interpréter un test en pratique,
ce sont les valeurs prédictives, c'est-à-dire pour la valeur prédictive positive, la probabilité qu'il y ait une insuffisance cardiaque quand le test est positif, et pour la valeur prédictive négative, le fait qu'il n'y ait pas d'insuffisance cardiaque quand le test est négatif. Vous connaissez la caractéristique principale de ces valeurs prédictives, c'est qu'elles varient énormément avec la prévalence de la maladie dans la population dans laquelle on applique le test. Et donc cette prévalence doit être connue pour pouvoir interpréter le résultat du test. Alors en 2003, en raison de la qualité méthodologique médiocre des publications sur le diagnostic, d'absence d'éléments clés dans ces publications, de biais qui ont entraîné essentiellement des estimations optimistes de ces performances, ont été conçues puis diffusées les recommandations STAR-D, qui sont le pendant des recommandations CONSORT pour les essais thérapeutiques, et qui listent 25 items qui doivent être rapportés dans les publications de manière à pouvoir bien apprécier la validité de l'étude. Ces recommandations ont été mises à jour en 2015. Alors le nombre, il y a 25 items dans la liste STAR-D. Donc si on regarde le nombre de publications qui ont cité au moins 13, il y en avait 40% en 2000 et jusqu'à 75% en 2012, mais il y a encore une grande marge d'amélioration possible. Mais en fait, pour évaluer la qualité méthodologique des études et pour, quand on conçoit les études, utiliser les critères de qualité, c'est la grille QUADAS qu'il faut utiliser dans sa version 2, qui est beaucoup utilisée pour les revues systématiques et diagnostiques. Alors je vais passer juste un tout petit peu de temps sur ces critères, bien que vous les connaissiez peut-être déjà. La représentativité des participants à l'étude, qui est importante, le fait que le test de référence classe correctement les patients, ce qui finalement est relativement rare, le délai entre le test index et le test de référence qui doit être court, donc ce sont des études par nature transversales, c'est ça le bon schéma d'étude pour ces études d'exactitude. C'est le même test de référence qui doit être appliqué à tous les patients et il doit être indépendant du test évalué. Enfin, l'interprétation de résultats d'un test doit se faire en insu de la réalisation et l'interprétation de l'autre, et les résultats indéterminés doivent être pris en compte. Alors, la plupart de ces critères peuvent être facilement atteints quand on conçoit les études, sauf pour ce qui concerne le test de référence, qui pose des problèmes particuliers. Une revue systématique récente montre qu'il existe une variabilité réelle de la sensibilité et de la spécificité selon les caractéristiques des patients. Il y a une vingtaine d'années, on disait que la sensibilité et la spécificité étaient caractéristiques d'un test, qu'elles ne bougeaient pas. En fait, ce n'est pas du tout vrai. Et puis, il y a une variation qui est liée à des biais, avec une surestimation donc, de ces paramètres de performance, quand la sévérité et la prévalence de la maladie sont élevées. Dans les études de type cas témoin, two-gate designs, je vais y revenir, et quand il y a des problèmes avec le test de référence. Alors, je mets cas témoins entre guillemets parce qu'effectivement, on compare des cas qui ont la maladie et des témoins qui n'ont pas la maladie, mais ça n'a rien à voir avec les études étiologiques cas témoins. Donc, on peut utiliser la terminologie two-gate designs. On sélectionne séparément donc, les malades et les non-malades, avec, pour les malades, un diagnostic qui a déjà été fait, et pour les témoins, ça peut être des volontaires sains, ça peut être également des témoins qui ont une autre maladie. En tout cas, les deux groupes de patients ne sont pas représentatifs de ce qu'on aura en conditions réelles et ils ont été sélectionnés en passant à travers deux portes différentes, deux types de critères d'éligibilité différents. Dans ces cas-là, ça entraîne donc une surestimation des performances diagnostiques. Par exemple, pour les études précoces sur le BNP, on avait des sensibilités très élevées et une spécificité assez élevée, alors qu'en conditions réelles, quand on utilise un one-gate design où on inclut tous les patients suspects de maladie et on les soumet aux mêmes critères d'éligibilité pour avoir le test index et le test de référence, on a des performances beaucoup plus faibles. Alors les autres problèmes, les problèmes avec le test de référence,
Dans le schéma idéal, tous les patients ont à la fois le test index et le test de référence. La vérification partielle, donc ce qu'on appelle vérification en anglais, c'est l'application du test de référence. La vérification partielle, c'est quand une partie des patients qui ont le test index ont des données manquantes pour le test de référence. Et la vérification différentielle, c'est quand une partie des patients a un test de référence et une autre partie des patients un autre test de référence. Il y a plusieurs revues de la littérature qui montrent les différentes solutions qu'on pourrait appliquer pour pallier ces problèmes. Je vais dire un mot juste donc, du mécanisme des données manquantes, avec la possibilité d'utiliser les modèles d'imputation multiples ou les cas où on utilise un test de référence alternatif quand les données sont manquantes pour une partie des patients. De façon empirique, on voit que quand le test de référence est manquant pour une partie des patients, on a une surestimation d'exactitude. Et souvent, les données manquantes sont manquantes selon le résultat du test index, notamment quand le test de référence est invasif ou risqué, comme par exemple lors d'une recherche de sténose coronaire. Si on veut évaluer l'électrocardiogramme, le test de référence, c'est la coronarographie, donc quelque chose d'assez invasif, l'opacification des vaisseaux coronaires. Quand l'électro est négatif, le clinicien hésite à pratiquer la coronarographie et donc dans les cas de tests négatifs, il y a un certain nombre de données manquantes sur le test de référence. Les recommandations de certains auteurs dans ces cas-là, c'est d'avoir des données manquantes par design, c'est-à-dire qu'on prévoit que le test de référence ne sera pas fait pour tous les patients, mais pour une fraction aléatoire des patients qui ont un test index négatif. Ainsi, on peut appliquer, donc les données manquantes ainsi sont conditionnelles au statut des patients pour le test index, et les données peuvent être donc missing at random. On peut utiliser des modèles d'imputation multiples ou plus simplement, parfois, une pondération selon l'échantillonnage. Quand le test de référence est différent selon les patients, on a un biais de vérification différentielle. Effectivement, de façon empirique, on voit que dans ces études-là, on a une surestimation de l'exactitude par rapport aux études où le test de référence est le même pour tous les patients. Et de la même façon, de nouveau, le fait d'utiliser un test de référence différent dépend souvent du test index. Par exemple, dans une étude qui incluait des patients avec une suspicion de fracture du coude, avec un test clinique, le test d'extension du coude à évaluer, le test de référence dit préféré était la radio quand le test d'extension du coude était positif, et quand il était négatif, le test de référence était plutôt le suivi. Le problème, c'est que si on mélange les résultats de ces deux tests de référence, on a un biais dans l'exactitude, parce que ces deux tests de référence n'ont pas les mêmes sensibilités et spécificités pour diagnostiquer la maladie. Dans ce cas-là, la recommandation, c'est de faire un tableau de 2 pour chaque test de référence. Par exemple, dans l'exemple que je viens de donner, donc dans la publication, on avait ce tableau-là, où les deux tests de référence, radio et suivi, leurs résultats étaient intégrés ensemble. La sensibilité était de 97%, alors qu'en fait, les résultats auraient dû être présentés ainsi, les résultats pour la radio et pour le suivi. Là, on voit que quand le test d'extension du coude était positif, il n'y avait pas... Enfin, tous les patients avaient une radio. Et ici, quand il était négatif, il y a un certain nombre de déviations au protocole où on a une partie des patients qui ont quand même la radiographie. Donc là, la sensibilité, en fait, était bien inférieure. Quand le test de référence est imparfait, c'est encore plus difficile. Les solutions qui sont le plus souvent utilisées, c'est l'avis d'un panel d'experts, les tests de référence composites, qu'on voit beaucoup dans les publications, et puis les modèles à classe latente. Juste sur ce dernier cas, il s'agit de modèles statistiques qui combinent les résultats de tests multiples, mais ils sont complexes, ils supposent un certain nombre d'hypothèses, et il est nécessaire d'évaluer les modèles obtenus. On vient d'ailleurs, donc notre équipe, avec Julien Asselineau en premier auteur, vient d'avoir un article accepté dans Epidemiology and Infection sur l'utilisation de ces modèles à classe latente et leur évaluation dans les tests diagnostiques d'infection à Campylobacter. Qu'est-ce que c'est un test de référence composite? C'est une combinaison de tests imparfaits
avec tous les patients qui reçoivent tous les tests. L'interprétation se fait selon une règle préspécifiée. Par exemple, avec 2 tests, la règle est le TRC est positif si à la fois le test 1 et le test 2 sont positifs. Et dans ce cas-là, on va augmenter la spécificité du test de référence et diminuer sa sensibilité. Ou la règle où le test de référence est positif quand le test 1 ou le test 2 sont positifs. Dans ce cas-là, on augmente la sensibilité. Par exemple, dans l'infection à Campylobacter, la culture bactériologique, on sait qu'elle a une sensibilité imparfaite. Et donc, dans certaines publications, les bactériologistes utilisent un test de référence composite qui est positif si la culture est positive ou, même si la culture est négative, si la PCR est positive. Le problème de toutes ces solutions, c'est qu'on ne connaît pas le mauvais classement résiduel, et notamment par les tests de référence composite. Et ça veut dire que s'il y a un mauvais classement résiduel par ce test de référence, ça va biaiser, souvent défavoriser l'évaluation du test index. Et enfin, l'autre caractéristique, c'est qu'il n'est pas toujours adapté d'augmenter le nombre de tests dans ces tests de référence, parce que plus le nombre de tests composants est élevé, plus le biais dans la sensibilité, par exemple, peut être important quand la spécificité des tests de composants n'est pas parfaite. Maintenant, je vais parler des enjeux dans l'utilité clinique des tests diagnostiques. Alors, les tests diagnostiques, ce sont des interventions médicales. Et les objectifs d'une nouvelle intervention, c'est d'améliorer l'état de santé des patients ou bien d'améliorer d'autres caractéristiques, comme diminuer les risques, diminuer les coûts, améliorer la simplicité. Effectivement, quand on dose le PSA dans le sang, notre objectif, ce n'est pas d'avoir la concentration exacte, la plus exacte possible du PSA, mais de diminuer la mortalité par cancer de la prostate. Quand on dose la glycémie à jeun ou l'hémoglobine glyquée chez un patient dont le diabète n'est pas connu, l'intérêt, c'est de diminuer les complications microvasculaires du diabète. Donc ça amène à différencier les 2 perspectives que décrit Patrick Bossuit, notre collègue d'Amsterdam. Comment la valeur d'un test médical doit-elle être jugée? Dans la perspective essentialiste, l'important c'est la vérité du résultat, avec le test de référence qui représente la vérité et l'exactitude qui est le paramètre qu'on va étudier. Dans la perspective conséquentialiste, la valeur, c'est la valeur des conséquences en termes de bénéfices de santé du test, et donc ça sera sur les résultats de santé qu'on va juger le test. Alors pour évaluer une nouvelle intervention, on connaît les méthodes. Il faut comparer à une stratégie de référence et utiliser un schéma d'étude adapté, notamment les essais cliniques randomisés, en respectant un certain nombre de critères de qualité méthodologiques. Alors un essai clinique randomisé diagnostique, ça se présente donc comme ça. On va inclure des patients avec une suspicion de la maladie à diagnostiquer, dont on prend un échantillon pour le randomiser entre la nouvelle stratégie avec le nouveau test et la stratégie habituelle avec l'absence de test ou le test habituel. Et on va mesurer le résultat de santé. Mais évidemment, ce n'est pas le test qui a des conséquences directes, du moins la plupart du temps, sur les résultats de santé. C'est à travers la prise en charge qui va être mise en œuvre en fonction de ces résultats. Alors, il y a une publication assez récente qui faisait le point sur le cadre conceptuel pour concevoir et évaluer les essais randomisés diagnostiques. Et dans cette publication, il est détaillé notamment les multiples étapes qui vont de l'application du test aux résultats de santé. On voit que l'exactitude diagnostique n'est pas le seul paramètre qui est important. Il faut aussi que l'impact sur la décision de prise en charge soit réalisé et qu'il y ait une efficacité de la prise en charge. C'est ce qu'on appelle le test treatment pathway. Et on peut voir donc
grâce à ce schéma, les différents critères qu'on peut améliorer pour améliorer les bénéfices de santé. Par exemple, lors de l'application du test, on peut avoir des tests qui sont moins invasifs, moins contraignants. Dans les délais, on peut avoir une amélioration de la rapidité du résultat entre l'application du test et le résultat. Par exemple, dans les infections bactériennes, le test de référence est la culture bactériologique, donc il faut 2 à 3 jours pour avoir le résultat. Avec les tests rapides, en quelques dizaines de minutes, on peut avoir le résultat en termes d'infection et donc prendre en charge les patients plus rapidement. Au niveau de l'interprétation du test, le pourcentage de résultats indéterminés peut également avoir une influence sur les bénéfices et sur la confiance qu'ont les cliniciens pour prendre en charge les patients en fonction du résultat. Donc la même équipe a publié une revue systématique des essais test-traitement. Quels sont les résultats principaux? On retrouve en 4 ans 103 essais test-traitement dans la littérature, ce qui évidemment est extrêmement faible par rapport aux essais thérapeutiques. La plupart sont à risque de biais, avec une randomisation adéquate seulement dans 37% des cas, un insu finalement appliqué de manière assez rare, une analyse en intention de traiter dans moins d'un tiers des cas, et une puissance très souvent insuffisante. Pourquoi ces problèmes? Il y a effectivement des problèmes de faisabilité, la durée des essais cliniques par rapport à la rapidité avec laquelle les innovations technologiques arrivent sur le marché. Le nombre de stratégies diagnostiques qui seraient à évaluer, il est très important, on ne peut pas toutes les évaluer par des essais cliniques. Et puis on a vu qu'il s'agissait d'interventions complexes avec différentes étapes qui séparent l'application du test du bénéfice de santé. Enfin, la taille d'étude peut être très élevée. Le deuxième souci, c'est que l'interprétation, si aucune différence n'est observée entre les deux groupes, elle est très difficile. Est-ce que c'est le test qui n'est plus exact? Est-ce que les cliniciens interprètent plus correctement les résultats? Est-ce que les décisions de prise en charge ne sont plus appropriées ou le traitement inefficace? Alors, je vais juste parler de 2 points particuliers. Le problème de la taille d'étude et de la puissance. Par exemple, dans un essai randomisé qui va comparer un test 1 dans un groupe avec ce tableau de contingence, donc une certaine sensibilité, une certaine spécificité, et un test 2 dans l'autre groupe, avec une sensibilité un petit peu meilleure, il y a un peu plus de vrais positifs, une spécificité un peu meilleure aussi, il y a plus de vrais négatifs. Les patients dont la prise en charge sera différente entre les groupes sont seulement cette petite fraction ici des patients malades et cette petite fraction des patients non malades, c'est-à-dire les malades supplémentaires et les non malades supplémentaires qui sont diagnostiqués dans le groupe 2. Ainsi, ce sont seulement ces patients qui vont contribuer à la puissance statistique. Et par exemple, si la maladie a une prévalence de 25% dans notre échantillon, si la sensibilité est améliorée de 20% avec le test 2, seulement 5% de tous les inclus vont contribuer à la différence de résultats de santé entre les groupes. Le deuxième point, quand est-ce que les essais randomisés de test-traitement sont nécessaires ou quand est-ce qu'on peut utiliser les résultats à la fois d'une étude d'exactitude comparative entre le nouveau test et l'ancien test et un essai thérapeutique existant. Dans cette publication de Sally Lord de 2006, donc elle propose la réponse suivante. Si la sensibilité du nouveau test est similaire à celle de l'ancien, et donc les mêmes cas sont détectés, on a déjà un essai thérapeutique qui montre que chez ces patients, on aura un bénéfice clinique. Et donc, si le nouveau test a d'autres bénéfices, diminution des risques, diminution de coûts, un essai n'est pas nécessaire. En revanche, si la sensibilité du nouveau test est meilleure, il y a des nouveaux cas qui sont détectés en plus, et pour cela, on peut se demander quelle est leur réponse au traitement. Est-ce que la réponse au traitement est la même que pour les cas qui étaient détectés par l'ancien test? Du coup, dans ce cas-là, un essai test-traitement serait nécessaire. Il me reste combien de temps, Simone? Tu sais?
reste 10 minutes, plus de 10 minutes. D'accord, merci. Donc, troisième enjeu, l'utilisation des stratégies cliniques pour fonder les stratégies de développement et d'évaluation des tests diagnostiques. Alors, c'est quoi une stratégie clinique? Un clinical pathway, c'est cette représentation qui va de la population cible dans un certain cadre de soins, qui reçoit le test actuel, et en fonction des résultats à ce test actuel, on a une prise en charge qui en général est différente pour les tests positifs et pour les tests négatifs, avec des résultats de santé. L'idée, c'est de placer sur cette stratégie clinique les améliorations, où est-ce qu'elles sont nécessaires, où est-ce qu'elles sont possibles. C'est ce que soulignent ces publications. L'important, finalement, est de décider tout d'abord de quel test on a besoin. Pas d'utiliser tous les tests qui vont sortir tout le temps, mais de décider quels tests vont être utiles aux patients. Donc, on analyse la stratégie actuelle, on recherche les endroits où l'insertion d'un test peut améliorer les résultats de santé à un coût acceptable ou simplifier la prise en charge sans compromettre les résultats de santé. Et dans cette démarche, il y a à la fois la définition d'amélioration attendue sur l'exactitude, les délais, le coût, le caractère invasif, et puis il est nécessaire, il est important et il est utile de définir le rôle du nouveau test par rapport au test habituel. C'est une manière de décider du schéma et des critères les plus adaptés. Ces trois rôles des tests que je vais montrer ont été décrits par Patrick Bossuit et collaborateurs en 2006, et ils font partie désormais des items qui doivent être rapportés dans les publications d'exactitude diagnostique. Alors, le papier s'appelait exactitude comparative, mais là je ne vais pas revenir sur l'exactitude dont on a vu les limites, mais simplement, ça permet de décrire trois types de clinical pathways très simples. Alors, trois rôles à différencier. Remplacement du test ancien, du test existant par le nouveau test. Test de triage où le nouveau test est placé avant le test existant. Test additionnel, add-on, où il est placé après le test existant. Je vais détailler un petit peu les tests de remplacement et de triage. Dans les tests de remplacement, que ce soit avec le nouveau test ou avec l'ancien test, les positifs seront pris en charge de la même façon et les négatifs de la même façon. Donc il n'y a pas de changement de stratégie de prise en charge avec le nouveau test. Donc l'objectif, c'est de comparer leur exactitude diagnostique en appliquant le test de référence de manière à voir si le nouveau test a une meilleure sensibilité, une meilleure spécificité pour obtenir une prise en charge des positifs plus performantes ou des négatifs plus performantes. Deux schémas pour cela, soit l'essai randomisé, qui est ici en bas, entre l'ancien test et le nouveau test. Dans les deux cas, on a le test de référence, puisqu'on va calculer la sensibilité et la spécificité, ou un schéma d'étude d'exactitude diagnostique appariée, où tous les patients ont à la fois l'ancien test, le nouveau test et le test de référence. Évidemment, le schéma apparié n'est pas applicable tout le temps, par exemple quand on veut étudier la tolérance des tests diagnostiques. Par exemple, dans le dépistage du cancer colorectal, le test existant pendant longtemps c'était l'hémoculte, le nouveau test un test immunologique, la prise en charge quand le test est positif c'est la coloscopie, quand il est négatif c'est la réassurance du patient. Le nouveau test, ce qu'on attendait c'était d'améliorer la sensibilité par rapport au test existant, l'hémoculte avait une sensibilité assez faible, et d'avoir au moins ou autant de faux positifs, améliorer la sensibilité pour avoir une détection plus importante des cancers et une bonne spécificité pour ne pas avoir trop de coloscopie inutile. Et c'est effectivement ce qu'on observe avec le nouveau test immunologique, une sensibilité supérieure et une spécificité qui est à peu près la même. Dans les tests de triage, il s'agit d'une combinaison
entre le nouveau test et le test existant, avec l'objectif finalement qui est de réduire l'utilisation du test existant, puisque dans ce cas-là, ici, les négatifs au nouveau test ne recevront pas le test existant. Dans le schéma 1 que l'on peut utiliser, le test de référence est fait pour tous les patients, donc on peut avoir la sensibilité et la spécificité des deux algorithmes dans une étude appariée ou un essai randomisé. Mais on peut avoir un schéma plus efficient qui va se centrer essentiellement sur les patients dont la stratégie de prise en charge sera différente par rapport à ce qui existe d'habitude, puisque ceux-là n'auront plus de test existant. Donc l'important, c'est ici de vérifier que les négatifs sont bien des vrais négatifs. Ce sera l'intérêt de placer le nouveau test dans cette position, ou des faux négatifs qui représentent donc les limites de cet algorithme. Donc les stratégies cliniques, il s'agit de cibler les besoins, définir les améliorations possibles, définir le rôle du test diagnostic et considérer les changements de prise en charge en raison des résultats du nouveau test. Le problème, c'est que ces stratégies, là, on a vu des stratégies finalement qui étaient extrêmement simples. Elles peuvent être très complexes, elles peuvent être difficiles à définir quand les recommandations ne sont pas établies, difficiles à définir avec le clinicien avec qui on discute. Et donc, ce n'est pas si évident que ça à mettre en œuvre. Alors, les messages à emmener à la maison, développer des tests qui répondent à un réel besoin, unmet clinical needs, utiliser des méthodes rigoureuses pour évaluer l'exactitude, même au stade des phases précoces, pas de gaspillage pour l'argent de la recherche, en s'aidant des recommandations STARD, QUADAS. Les recommandations TRIPOD, ce sont des recommandations sur les modèles multivariables, aussi bien dans le domaine diagnostique que pronostic. Importance d'évaluer les conséquences de santé et la possibilité d'utiliser les stratégies diagnostiques et le rôle du test pour concevoir les études et déterminer quels sont les schémas, les critères de jugement importants. Donc je pense avec d'autres qu'il y a une nécessité de développer la formation et la recherche diagnostique. On peut, dans notre cadre d'épidémiologie clinique, contribuer à l'évaluation des innovations, aussi bien au sein de la recherche publique que dans les agences d'évaluation, voire auprès des fabricants. Il y a des initiatives en Angleterre, des initiatives publiques qui sont dans ce cas. Il va y avoir une évolution réglementaire, effectivement, dans une société où les ressources sont limitées pour rembourser les frais de santé. Il faut que les innovations utiles atteignent les patients ou la population générale, s'il s'agit de dépistage, sans gaspillage. Une collaboration entre équipes d'épidémiologie clinique serait intéressante. On pourrait former un groupe de travail francophone pour cibler des thèmes de recherche, répondre à des appels d'offres. Alors, je remercie mes collègues de l'USMR, de l'ISPED, de l'Institut Bergonié, notamment Julien Asselineau, Vincent Bouteloup, Karine Bellera et Olivier Marcy, et les collègues de l'étranger, Patrick Bossuit, John Dix et Sally Lord. Merci aux organisateurs pour m'avoir invité. Et comme on parle de formation, donc cette année, on ouvre dans l'école d'été de l'ISPED un module sur l'évaluation des tests diagnostiques qui s'appelle InnovDiag. Et il est encore possible de s'y inscrire. Merci pour votre attention.